Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la mer Méditerranée, il Mare Nostrum comme on l'appelait à l'époque romaine, ce qui signifiait notre mer car elle était à l'intérieur de l'Empire. Son nom actuel signifie littéralement une mer au milieu des terres. En effet, la Méditerranée est une mer intercontinentale presque entièrement fermée, bordée par les côtes d'Europe, d'Afrique et d'Asie. À l'ouest, on trouve le détroit de Gibraltar en communication avec l'océan Atlantique. La largeur du détroit est de 14 km. Cette mer est riche en histoire car elle était une voie importante de transport assurant le commerce dès l'Antiquité. La Méditerranée a joué un rôle capital dans le développement de la civilisation occidentale. Égyptiens, Grecs, Romains, Carthaginois et bien d'autres encore ont mené des échanges, du commerce, mais aussi de grosses batailles navales dans les eaux de la Méditerranée. On parle souvent du bassin méditerranéen, mais il faudrait parler plutôt des bassins méditerranéens. Sous la surface apparemment uniforme de la mer Méditerranée, on peut se rendre compte qu'elle se divise en deux bassins bien individualisés. La séparation est faite par des hauts fonds situés entre la Sicile et la Tunisie. Cette division forme la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale, elle-même nettement compartimentée. Alors la première recouvre une superficie de 0,85 millions de km², tandis que la seconde environ 1,65 millions de km². Du point de vue géologique, la Méditerranée se trouve à la limite entre deux plaques, les plaques africaines et eurasiennes. Ces deux plaques se rapprochent à cause de la subduction qui est à l'origine des collisions continentales. Cela explique la forte activité sismique dans cette région et le volcanisme. On peut citer quelques volcans comme le Vésuve, l'Etna, le Stromboli, l'île Santorin, etc. Le fond de la Méditerranée occidentale est constitué d'une lithosphère océanique relativement récente, qui a commencé à se former au Miocène. La Méditerranée orientale est aussi constituée de lithosphère océanique, mais d'un âge plus ancien datant de l'ère primaire. L'origine de la Méditerranée vient d'un ancien océan nommé Thétis. Cette lithosphère océanique ancienne s'enfonce sous l'Italie, la Sicile et la mer Égée. C'est ce phénomène qui est à l'origine de la remontée du continent africain, mais aussi de l'étirement de la lithosphère dans la mer Égée, le bassin algéro-provençal et la mer Tyrrhénienne. Les séismes récents en Italie ont pour origine cet étirement de la croûte. L'océan Thétis bordait l'est d'un supercontinent qui s'appelait la Pangée. Cette Pangée commença à se disloquer il y a 200 millions d'années sous l'effet de la dérive des continents. La Pangée se divisera d'abord en 2 continents, puis en 5. Ce sont les 5 continents que nous connaissons actuellement. L'océan Thétis était plus vaste que la mer Méditerranée actuelle. À partir du Crétacé, la Thétis s'est refermée progressivement par subduction, avec le rapprochement des continents africains et eurasiatiques. Ceci entraîne la formation de chaînes de montagnes comme les Pyrénées ou les Alpes. Durant l'Oligocène, il y a 30 millions d'années, la Méditerranée occidentale subit une phase d'étirement qui sépare la Corse et la Sardaigne du continent européen. Lorsque l'on observe la Corse et la Sardaigne, on peut se rendre compte que leur paysage ressemble à celui du sud de la France, car en effet, la Corse et la Sardaigne font partie du même bloc de plaques tectoniques. Il y a 30 millions d'années, elles se sont détachées du sud de la France pour pivoter à 90 degrés et se retrouver à leur place actuelle. Mais le fait le plus marquant de l'histoire de la Méditerranée s'est déroulé il y a seulement 5 millions d'années. 5 millions d'années, ça paraît beaucoup pour nous, mais dans l'échelle du temps géologique, ça date seulement d'hier. Cet événement marquant porte le nom de la crise messinienne, appelée aussi l'accident pontien. Il y a 5 millions d'années, le détroit de Gibraltar s'est refermé à la suite de l'élévation de son niveau par des mouvements sismiques, ce qui provoqua la crise de la salinité messinienne. Imaginez que vous alliez à la plage et qu'à la place de voir la mer, il y a un lac salé entouré d'un désert de sel. Imaginez la Méditerranée évaporée, asséchée un peu comme la mer morte. Les problèmes commencent il y a environ 5,9 millions d'années. Du fait de la dérive des continents, la plaque africaine pousse vers le nord la plaque eurasienne. C'est d'ailleurs toujours en cours. Cette poussée est à l'origine du volcanisme italien ou grec, ainsi que de nombreux tremblements de terre sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. À force de pousser vers le nord, le détroit de Gibraltar se ferma, entraînant l'arrêt de l'alimentation de la Méditerranée, car sans eau de l'Atlantique, comme nous allons le voir, la Méditerranée ne saurait pas se maintenir à son niveau.
Parce que l'eau de la Méditerranée, elle est apportée de différentes façons. On a la pluie, les fleuves, la mer Noire, et finalement, la communication avec l'océan Atlantique. Les fleuves côtiers qui bordent la Méditerranée contribuent à hauteur de 500 km3 par an. Rapporté à la surface de la Méditerranée, ça équivaut à une couche d'eau épaisse de 20 cm. On parlera d'une lame d'eau de 20 cm. Petite précision, les chiffres de lame d'eau sont calculés aujourd'hui car à l'époque de la crise messinienne, les températures étaient moins chaudes qu'actuellement. Revenons à l'alimentation de la Méditerranée. On connaît l'apport des fleuves, qu'apporte la pluie. La pluie est principalement active en hiver et elle est très inégalement répartie sur l'ensemble du bassin. Dans certains livres, on estime que la pluie apporte une quarantaine de centimètres. La mer Noire est connectée à la Méditerranée via le détroit du Bosphore, puis la mer de Marmara et enfin le détroit des Dardanelles. La mer Noire apporte à la Méditerranée environ 8 cm d'eau. Reste l'Atlantique via Gibraltar. Mais combien ? Avant d'y répondre, parlons de l'évaporation de cette mer presque fermée. Dans tout le bassin méditerranéen, les étés sont chauds et secs. Il y a beaucoup de vent, des vents secs qui descendent du nord, tels que le Mistral, des vents secs qui ont traversé le Sahara au sud, comme le Sirocco. Bref, tout favorise l'évaporation de l'eau. En termes de hauteur d'eau, cela représente environ 1,2 mètre qui s'échappe de la mer. Nous avons donc environ 65-70 cm qui proviennent des pluies, des fleuves et de la mer Noire. Plus d'1 mètre qui s'évapore. La différence, c'est l'Atlantique qui le fournit, une soixantaine de centimètres. Alors évidemment, quand Gibraltar s'est fermé, il y a eu immédiatement un déficit d'eau. Un déficit énorme. Sans les apports de l'océan, ce sont environ 60 cm qui s'évaporaient chaque année. Conséquence, en quelques milliers d'années, le niveau marin aurait baissé de 1500 à 2500 mètres, peut-être plus, d'où une concentration en sel dans les quelques bassins d'eau qui restèrent. Et oui, le sel ne s'évapore pas. Quelques centaines de milliers d'années plus tard, lors du remplissage de cette cuvette vide, la salinité augmentera et le restera jusqu'à nos jours. Mais n'allons pas trop vite. L'assèchement de la Méditerranée va alors former des gorges profondes dans les fleuves et leurs affluents. Certaines de ces gorges sont d'ailleurs très proches de nous et sont prisées par le tourisme. Le niveau de la mer a donc chuté de 2000 mètres, ou plus ou moins entre 1500 et 2500 mètres. Comment se déversent alors les fleuves ? Ça a dû être extraordinaire et magnifique. Il faut imaginer des chutes d'eau ainsi créées aux embouchures du Nil ou du Rhône, bonnes pour reléguer les chutes du Niagara, d'Iguazu ou du Zambèze au chapitre d'anecdotes paysagères. Mais c'est bien beau les chutes gigantesques, mais l'eau finit par attaquer le substrat et le lit de la rivière, avec pour conséquence le recul progressif des chutes. Et les chutes d'eau remontent les lits des fleuves. Pour vous donner un aperçu, la hauteur des chutes de Niagara est de 52 mètres. On estime que les chutes reculent d'environ 1 à 3 mètres par an. Imaginez ce que ça a pu donner pour le Rhône ou le Nil. Progressivement, les lits des fleuves se sont creusés. Au niveau de Lyon, le Rhône se serait enfoncé de quelques centaines de mètres. 600 mètres à Pierre-Latte, 1300 mètres au niveau des Saintes-Maries-de-la-Mer, à l'actuelle embouchure du Rhône. 1300 mètres, c'est la profondeur du Grand Canyon du Colorado. Même configuration sur le Nil et sur d'autres fleuves méditerranéens. Les fleuves s'enfoncent. Qu'en est-il donc des affluents de ces fleuves ? Les affluents du Rhône, par exemple, et au hasard l'Ardèche, les affluents suivent le même schéma. Ils s'érodent et s'enfoncent à leur tour. L'Ardèche érode et creuse peu à peu le plateau calcaire sur lequel elle coulait avant la crise. On estime que durant l'épisode messinien, l'Ardèche s'est enfoncée d'environ 300 mètres. De nombreux affluents directs ou indirects du Rhône ont subi le même mécanisme. Mais attention, pas tous. D'autres mécanismes géologiques ont été à l'œuvre, comme pour les gorges de la Cèze par exemple. Par contre, plus près de nous, les gorges du Hérault résulteraient de cet événement. Les formations calcaires de la région ont été aussi affectées par cet événement. Les systèmes karstiques, ces grandes galeries creusées dans le calcaire, s'y seraient développés en profondeur, créant ainsi d'immenses grottes. Mais toutes bonnes choses ont une fin. Il y a environ 5,3 millions d'années, le niveau de l'Atlantique augmente.
Le bouchon créé à Gibraltar 600 000 ans plus tôt cède et en une centaine d'années, le bassin de la Méditerranée se remplit. Il faut là encore imaginer la gigantesque cascade d'eau qui s'est formée à Gibraltar et imaginer les flots d'eau qui se seraient déversés. D'ailleurs, sur les photos satellites, on voit encore la trace des flots du remplissage. La brusque montée des eaux stoppera net l'érosion des fleuves. Le transit sédimentaire naturel des cours d'eau comblera progressivement les canyons créés. Les cours d'eau retrouveront ensuite un lit qui se stabilisera à une altitude inférieure avant celle de la crise. Une autre conséquence de cet événement porte sur l'écologie de cette mer. L'assèchement de la mer a fait disparaître toutes les espèces aquatiques, dont la plupart avaient évolué indépendamment de l'océan. Avec le remplissage depuis l'Atlantique, les espèces océaniques ont colonisé ce nouvel espace. C'est pourquoi aujourd'hui nous retrouvons en Méditerranée de nombreuses espèces ou de familles d'espèces atlantiques. Et demain, quel est l'avenir de la Méditerranée? Un triste avenir. On estime que d'ici 650 000 ans, donc demain à l'échelle des temps géologiques, Gibraltar se refermera de nouveau. La Méditerranée s'évaporera. Seuls quelques bassins définitivement isolés de l'Atlantique subsisteront. Progressivement, ces bassins s'assécheront à leur tour, subissant la poussée de la plaque africaine contre la plaque eurasienne et aussi la poussée de la plaque arabique depuis l'est du bassin. Une nouvelle chaîne de montagnes apparaîtra. La Méditerranée aura alors définitivement disparu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Mettez vos remarques dans les commentaires, posez des questions ou bien signalez une erreur de ma part. Ça sert à ça les commentaires. Un petit encouragement pour poursuivre avec un petit pouce vers le haut. Si au contraire vous trouvez que c'était nul, mettez un petit pouce vers le bas. Mais avec un commentaire s'il vous plaît pour expliquer. Et pour le 6 mois, vers sa propre page Facebook, partagez-la. Sur Twitter aussi, on retrouve la chaîne. Donc pour faire connaître à d'autres gens, il n'y a qu'un seul mot. Partagez! Et pour suivre l'évolution de la chaîne et être prévenu de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous. À très bientôt! Occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël. C'est la mer Noire. Non, quelle mer? Faisant partie de l'océan Arctique, bord de la Sibérie. C'est la mer Noire, la mer... Quelle mer? Située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez. C'est la mer Noire. Non, au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui!